Bienvenue chers auditeurs et auditrices, surtout auditrices. Vous qui, je le sais, aimez tant le Capitaine Cinemax. Bon, plus pour son humour, son intelligence et sa vivacité d'esprit que pour son corps. Mais que voulez-vous, on ne peut pas tout avoir. Si vous suivez les aventures de notre héros, vous savez qu'il a été trahi par son indique, Malus, durant une transaction d'informations cinématographiques sur la planète Cassiopée 233. Désormais emprisonné sur Terre, le capitaine Cinemax fait aujourd'hui face au juge de la République terrienne, Monsieur Cahuzac Wurtz Sarkozy, pour un procès inédit dans l'histoire du cinéma. Alors, oubliez les 12 hommes en colère, Philadelphia, JFK, Landru et autres films de procès et plongez dans un véritable débat autour de la justice, de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Bonjour à tous et bienvenue dans ce procès qui oppose Loïc Marie, plus connu sous le nom de Capitaine Cinemax, à la planète Terre. Je me présente, je suis le juge de la République terrienne, Monsieur Cahuzac Wurtz Sarkozy, et c'est donc moi qui présidera ce tribunal. Pour rappel des faits, le capitaine Cinemax est accusé de vol de documents cinématographiques galactiques, détournement de fonds, coups et blessures sur des membres de la garde terrienne chargés de la sécurité des informations galactiques, chantage et extorsion sur plusieurs races aliens, destruction de biens matériels appartenant à l'Organisation des Planètes Unies et outrage envers ma personne. Vous rigolez ? Je vous ai même pas encore insulté ? Non, mais je sens que ça va venir, alors autant être prévoyant. Pas bête. Vous avez l'air malin comme juge. Merci. Notez, madame la greffière, que le capitaine Cinemax ne souhaite pas être défendu par un avocat. Pas le fruit, le métier. Et qu'il assurera seul sa défense. Et pour débuter ce procès dans la joie et la bonne humeur, j'appelle, le capitaine Cinemax. Si l'avocat de la partie civile, monsieur Perpétuité, veut bien s'avancer, nous pouvons commencer. Capitaine, veuillez expliquer à la cour et au jury ici présent depuis quand exactement voulez-vous des documents appartenant aux studios de cinéma ? 1 an après que les studios et les gouvernements aient décidé d'interdire la profession de journaliste cinéma et qu'ils aient pris la décision, pour soi-disant protéger leurs œuvres des rumeurs et autres fake news, d'envoyer aux 4 coins de la galaxie toute information concernant leur prochaine production. Cela va donc faire plusieurs mois que je fais ça et croyez-moi, c'est pas de tourpeau. Vous ne niez donc pas toutes les charges qui sont retenues contre vous ? Ah non, d'ailleurs j'ai quelques surprises à remettre à cette cour. Il a traversé toute la galaxie et affronté 1000 dangers. Mais bon Dieu, t'es qui, toi ? Traquant la moindre petite news afin de sauver notre monde d'une pénurie d'informations cinématographiques. Bienvenue dans un nouveau monde. Amoché, mais vivant, il est de retour cette semaine avec le meilleur de l'actualité cinéma. Ladies and gentlemen, un triomphe pour votre sauveur, Loïc Marie. Bonjour. Nous sommes tous particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui. Incroyable. On commence quand ? On vient de commencer. Le procès... les infos de la semaine, pardon. Mes chers amis, j'ai quelques bonnes actus à vous livrer, sûrement les dernières, et je souhaite les partager avec vous. Vous ne pouvez pas. Mais si, je peux. Je suis le capitaine Cinemax. Première actu et elle concerne Marvel Studios. Alors qu'Avengers Infinity War et Avengers 4 s'apprêtent prochainement à conclure la phase 3 du MCU, les fans se demandent encore quels seront les prochains longs métrages qui viendront alimenter la phase 4 après Spider-Man Homecoming 2 et Les Gardiens de la Galaxie volume 3 déjà programmé par Kevin Feige. Et on ne devrait pas s'inquiéter puisque Marvel Studios continuera bel et bien de produire 3 films par an après 2020. En effet, le studio a annoncé que 3 nouvelles productions sortiraient le 7 mai, le 30 juillet et le 5 novembre 2021 et 3 autres le 18 février, le 6 mai et le 29 juillet 2022. Si on ne sait malheureusement pas quels héros prendront ces créneaux, on peut d'ores et déjà prédire sans risque une suite à Ant-Man and the Wasp, Black Panther, Doctor Strange et sans doute Captain Marvel avant un 5e opus des Avengers. Le prochain film de Quentin Tarantino s'offre une distribution de rêve. Après avoir convaincu Leonardo DiCaprio de retravailler avec lui, c'est Brad Pitt, avec qui il a déjà collaboré dans Inglourious Basterds, qui rejoint le casting de Once Upon a Time in Hollywood. L'histoire prendra place à Los Angeles en 1969, alors qu'Hollywood vit l'apogée du mouvement hippie. Les 2 personnages principaux seront Rick Dalton, incarné par DiCaprio, ancienne star d'une série télévisée de western, et Cliff Booth, interprété par Brad Pitt, sa doublure
plusieurs cascades depuis toujours. Les deux tenteront de s'en sortir au beau milieu d'un Hollywood qu'ils ne reconnaissent plus, mais Rick a une voisine très célèbre, Sharon Tate. Et c'est Margot Robbie qui jouera le rôle de Sharon Tate, assassinée le 9 août 1969 par la famille, entre guillemets, de Charles Manson. La date de sortie du film n'a donc pas été choisie au hasard, puisqu'il s'agira du 50e anniversaire de sa mort. Je vous en ai parlé il y a quelques temps, mais c'est officiel, le tournage de la comédie Tanguy 2 débutera en mai prochain avec le casting d'origine. André Dussolier avait annoncé une suite à la comédie d'Étienne Chatiliez au micro d'Europe 1 l'année dernière. Tanguy, si vous vous souvenez, peut-être pour ceux qui l'ont vu, il est parti en Chine, il s'est marié avec une Chinoise, il a eu des enfants, et puis un jour on est tranquille avec Sabine, Azéma, à la maison, et puis on sonne à la porte. Et c'est Tanguy. Mais il a quel âge? Il a 44, 45, et sa chinoise l'a quitté. Donc, quand on est Tanguy, on est toujours Tanguy, quoi, pour la vie. On sonne à la porte. Il tape l'incruste. Et les enfants aussi tapent l'incruste. Ah oui, voilà, il y a des surprises, en effet, complètement délirant, oui. Et pour rester dans le cinéma français, sachez que 4 producteurs se disputent actuellement les droits pour adapter la vie de Christian Quesada, recordman de l'émission Les 12 coups de midi, présentée par Jean-Luc Reichmann. Celui qu'on surnomme le professeur détient en effet le record de participation avec 193 victoires et un total de 800 000 € de gains. Son autobiographie Le Maître de Midi est toujours en vente et s'est écoulée à plus de 50 000 exemplaires en l'espace de 3 mois. Il y raconte son parcours difficile, la perte de son emploi, de son logement, jusqu'à son passage dans les 12 coups de midi. Le procès de la rumeur de la semaine. Vous qui n'aimez pas les rumeurs, en voici une pour vous, monsieur le juge. Quelle impertinence! D'après certaines sources, l'acteur Chris Hemsworth, incarnation du dieu Thor chez Marvel Studios, serait actuellement en pourparlers pour jouer dans Men in Black 4, dont la sortie est prévue pour juin 2019. Sony souhaite un casting assez homogène pour ce 4e opus qu'il aimerait donc voir constitué, pour les rôles principaux, d'un homme blanc, d'une femme de couleur et d'un homme plus âgé. L'intrigue est pour l'instant tenue secrète, mais l'on sait d'ores et déjà que Will Smith et Tommy Lee Jones, duo vedette de la trilogie, ne seront pas présents. Pour rappel, F. Gary Gray, réalisateur de Fast and Furious et les scénaristes d'Iron Man, seront aux commandes de ce nouveau volet. Les sorties du procès... non. Les sorties de la semaine. Monsieur Perpétuité, veuillez continuer votre interrogatoire, je vous prie. À moins que le capitaine Cinemax ait quelque chose à ajouter. Oh non, pas pour l'instant. J'ai terminé. J'aimerais désormais appeler le premier témoin à la barre. Malus, un ancien indique du capitaine Cinemax, qui témoignera des atrocités qu'il a pu commettre. Atrocité ? Faut pas exagérer, j'ai tué personne. Ah si, une fois un vactoricien. Mais ça compte pas vraiment, ce sont des grosses bêtes gluantes et puis c'était lui ou moi. Vous voyez, messieurs et mesdames du jury, c'est un tueur impitoyable. Un égoïste qui préférera sauver ses miches. Attendez, les vactoriciens sont des mangeurs d'hommes. Foutaise, baliverne et carabistouille. Ce sont de petites créatures toutes mignonnes, toutes baveuses et toutes lisses. Elles sont tellement adorables quand elles poussent leurs petits cris de colère. Monsieur le juge, votre avocat est fou. Il est peut-être même zoophile. Silence ou je fais évacuer la salle. Oh, j'ai oublié de vous avertir. Il y a 2 films qui sortent en salle cette semaine. Nous venons de très loin. Nous avons enduré de terribles épreuves. Mais au final, nous avons trouvé l'endroit où nous pouvions être en sécurité. Les enfants marobones, ça m'inquiète qu'ils se cachent de cette façon. Ils ne se cachent pas. C'est juste qu'ils habitent loin. Qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien, mais si la vérité est dévoilée, on nous séparera. Bonne chance, monsieur Marobone. Il vient de quitter la maison des Marobones. Ensuite, il s'engage dans le tunnel. Puis il va tout en haut. Attention, Jack. Le
secret des Marrowbone est le premier film horrifique de l'espagnol Sergio Sanchez après un passage comme scénariste sur des longs métrages d'horreur comme L'Orphelinat ou des productions catastrophes avec The Impossible. L'homme s'est surtout fait connaître pour sa participation sur des courts-métrages et des téléfilms tels que Las Manos del Pianista ou 7337. Le secret des Marrowbone suit l'histoire de Jack, 20 ans, et ses frères et sœurs plus jeunes qui, pour ne pas être séparés, décident de cacher à tout le monde le décès de leur mère qui les élevait seuls. Livrés à eux-mêmes dans la ferme familiale isolée du reste du monde, les adolescents vont être confrontés à d'étranges phénomènes paranormaux indiquant qu'une présence malveillante hante leur unique refuge. Au casting, Charlie Heaton qui incarne le personnage de Jonathan Byers dans la série Stranger Things, Anya Taylor-Joy, habituée aux films d'horreur mais que certains connaissent mieux comme étant la survivante de la bête dans le film Split, Mia Goth, George McKay et Matthew Stagg, en somme les ados les plus en vogue du moment. Je me présente, Leonard Rosenberg, escroc professionnel. Voici ma nouvelle victime. Bonsoir, je suis Mrs. Mills, votre voisine nouvelle. Excusez-moi. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Elle possède, sans le savoir, une œuvre d'une valeur inestimable. Dites-moi, Hélène, cet objet-là dans la salle de bain, c'est très très joli. Il appartenait à ma grand-mère, alors je ne le vendrai pour rien au monde. Dommage. Sophie Marceau revient avec son nouveau film 11 ans après être passée derrière la caméra pour La disparue de Deauville. Ici, avec Madame Miles, une voisine si parfaite, Sophie Marceau met en scène le personnage d'Hélène qu'elle interprétera également. Éditrice de romans à l'eau de rose, Hélène mène une vie rythmée par le travail. Elle se réfugie dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que dans la réalité. Se complaisant dans une certaine routine, son quotidien va être bouleversé par l'installation d'une nouvelle voisine, Madame Miles. Cette vieille américaine excentrique va rapidement prendre une importance insoupçonnée dans la vie d'Hélène. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Au casting, Sophie Marceau donc, Pierre Richard, Nicolas Vaud et Bastien Huguetto. Encore un film français qui promet de se prendre une patate au box-office. Je suis méchant, je sais. Les autres Oh, c'est pas vrai, je vais pas y arriver, hein. Les autres films en salle. Monsieur Malus, comment avez-vous rencontré le capitaine Cinemax? Il y a quelques mois, j'étais dans la Résistance et je lui revendais ou achetais certaines informations. Et pourquoi avoir changé de camp? Parce que je pense que vous avez raison. Un film est plus agréable s'il est entouré de mystères. Les rumeurs, les fake news ou même les vraies infos qui sont volées à l'insu des studios pourrissent l'image d'un film avant sa sortie ou à l'inverse. Le spoil à foison. La presse cinéma devait être contrôlée. J'apprécie davantage les films aujourd'hui. Mais faites taire cet abruti, par pitié. Comment peut-on sortir autant d'âneries à la seconde? Écoutez plutôt ce que j'ai à dire, c'est 1000 fois plus intéressant. Il y a un ouragan qui arrive. Il faut pas tarder. Agent Corbin pour le rapport. 600 millions, cargaison déchargée. Tout est là avec environ 300 millions de ses petits frères. C'est ta responsabilité. Je suis assez doué pour faire la babysitter de vieux billets. Vous faites partie de ces chasseurs d'ouragans? Moi, je fais partie de ces météorologistes. Il y a un côté suicidaire chez les chasseurs d'ouragans. Une équipe de braqueurs d'élite infiltre la plus grande réserve de billets des États-Unis. Leur objectif, un braquage exceptionnel de 600 millions de dollars. Dans la ville désertée, Casey, une convoyeuse de fonds, et Will, un météorologiste de génie, devront donc unir leurs forces en utilisant les compétences de Will pour survivre au milieu de cette tempête du siècle et empêcher les voleurs de parvenir à leur fin. Mon avis, ce qui devait être la tempête du siècle s'est vite transformé en un coup de vent pathétique. Je n'ai pas tellement envie de m'attarder sur le sujet. J'ai en effet passé un moment très pénible devant ce film. Revivre un tel cauchemar serait un supplice. En fait, le plus choquant avec Hurricane, ce n'est pas tant son scénario qui est somme toute banal dans le paysage cinématographique hollywoodien et dans le genre catastrophe, encore que, non, le véritable choc a été pour moi l'interprétation des acteurs d'une médiocrité que je n'avais encore jamais vue. Il faut dire que ces derniers n'ont pas été très gâtés par les dialoguistes qui leur ont livré des répliques à faire passer ceux de Valérian et la Cité des Mille Planètes pour des chefs-d'œuvre. Encore une pique sur Valérian? C'est un scandale, monsieur le juge. Objection, votre honneur. Refusé. Et en même temps, qu'attendre de plus de la part de Rob Cohen, auteur de Fast and Furious et Triple X? Oui, j'avoue avoir une petite dent contre lui depuis qu'il a réalisé La Momie, la tombe de l'Empereur Dragon, alors que les deux magnifiques premiers films de Stephen Sommers se suffisaient à eux-mêmes. Mais il y avait ici une ambition artistique aussi maigre soit-elle.
Malheureusement, avec Hurricane, il n'y en a aucune. Un fourre-tout de déjà-vu avec des personnages caricaturaux, des scènes ultra clichés et parfois surréalistes, ainsi qu'une mise en scène tellement prévisible qu'elle en oublie l'essentiel, provoquer chez le spectateur ne serait-ce qu'une once d'inquiétude. En bref, Hurricane est pour l'instant le pire film de ce début d'année 2018 et peut-être le pire long métrage de ces 5 dernières années, et croyez-moi, des daubes, j'en ai vu. Dimanche avait lieu la 90e cérémonie des Oscars et voici quelques conseils cinéma pour ce week-end. Si je vous parlais d'elle, la princesse sans voix, que vous dirais-je ? La forme de l'eau de Guillermo del Toro, récompensé dans les catégories meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure musique et meilleur décor. Ma critique du film est disponible sur ma chaîne YouTube L'œil du cinéma dans l'émission 17 de la semaine dernière. Je ferai n'importe quoi pour arrêter l'assassin de votre fille. Je trouve que ces 3 panneaux sont pas justifiés. La police est trop occupée à torturer les Noirs pour avoir le temps d'arrêter les vrais criminels. Continue. Ce coup-ci, c'est la fille qui gagne. 3 Billboards, les panneaux de la vengeance, récompensés dans les catégories meilleure actrice pour Frances McDormand et meilleur acteur dans un second rôle pour Sam Rockwell. Le speech. Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en main en louant et affichant des messages controversés visant le très respecté chef de la police sur 3 grands panneaux publicitaires à l'entrée de la ville. Un film bouleversant. Je veux aller là où il y a de la culture. Je veux aller à New York, ou dans le Connecticut, ou le New Hampshire. Les écrivains vivent dans le Tu crois que tu peux aller dans ce genre de fac? Pourquoi pas? T'arrives même pas à avoir ton permis. Mais c'est toi qui veux jamais me laisser conduire. Vu comme tu bosses, ou plutôt comme tu refuses de bosser, aucune fac ne voudra de toi, Christine. Mon prénom c'est Lady Bird. C'est pas ça, je regrette. De toute façon, c'est ridicule parce Appelle-moi que tu Lady t'appelles Bird, Christine. et tu me l'avais promis. Contente-toi de la fac du coin. Vu ta conception du travail, va à la fac du coin, puis en prison, puis retour à la fac. Et là, peut-être que tu apprendras à te prendre en main et à ne plus compter sur les autres pour tout faire à ta place. Christine Lady Bird McPherson se bat désespérément pour ne pas ressembler à sa mère aimante mais butée au fort caractère qui se bat sans relâche en tant qu'infirmière pour garder sa famille à flot après que le père de Lady Bird ait perdu son emploi. Impertinent, provoquant, drôle, Lady Bird est un petit film frais à l'humour subtil et décapant. C'est également un film soulevant des questions sociétales très intéressantes à la fois sur la découverte, le désir, la réussite, la religion ou les relations mère-fille. Et même si on regrettera que Lady Bird ne rentre pas en détail sur tous les sujets abordés, on retiendra, et c'est selon moi l'essentiel, la justesse mélancolique de l'actrice Saoirse Ronan qui donne à son personnage une dimension authentique pour laquelle beaucoup d'adolescents, et pas seulement américains, s'identifieront aisément. Car c'est le souhait de la réalisatrice Greta Gerwig mettre en scène une adolescence au travers tout ce que cette période a à offrir, l'amitié, l'amour, les premières expériences sexuelles, le doute, les drames personnels ou familiaux, les crises, les conflits, etc. Lady Bird, c'est donc le portrait d'une jeune femme qui se cherche comme des millions d'autres dans une Amérique parfois brutale et sans pitié où chaque adolescent espère pouvoir un jour voler de ses propres ailes. Messieurs et mesdames les jurés, oui, la presse cinéma a souvent dépassé les bornes. Moi-même, j'ai fait partie des critiques qui ont démonté certains blockbusters de manière acide. Je l'avoue sans aucun remords, car c'est une liberté. La liberté d'être déçu par un produit, d'être en colère parce qu'on attendait mieux, la liberté d'exprimer son ressenti au monde. Les échecs de certains films ne sont pas liés à nos critiques, mais à des studios qui ne regardent que l'aspect financier d'une production, au lieu d'avoir le courage d'écouter, non pas les lobbies, mais son cœur. Ça c'est beau ce que je dis, putain. La passion devrait animer le 7e art, pas l'argent. Quant aux fake news et autres rumeurs, oui, elles ne devraient pas exister, mais elles alimentent la hype autour d'un film et certains studios en ont bien profité fut un temps. On peut interdire, mais il y aura toujours des gens comme moi pour faire s'écrouler des dictatures. Vive le cinéma, vive la presse et vive l'émission Cinémax, car c'est notre projet! Le procès du capitaine Cinémax est des plus passionnants, n'est-ce pas? Pour connaître le verdict des jurés et du juge Cahuzac Wurtz Sarkozy, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, sur On Air Radio, votre radio.